sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me faire démonter. Pour vous remettre dans le contexte, je vous invite à voir ma petite rétrospective sur James Bond si ce n'est pas déjà fait. Cliquez, bande de salopes, cliquez! Après le succès du Monde ne suffit pas, la production d'un nouveau James Bond ne s'est pas fait attendre. Mais désormais, la licence a de la concurrence comme avec Matrix, Mission Impossible 2 ou Fast and Furious. Et comme avec Moonraker, les producteurs commettront l'erreur de surfer sur ces films sans réellement réfléchir à la pertinence de ses choix. La grosse machinerie américaine a pris le pouvoir, et elle déteindra sur la saga britannique dans un but commercial à partir de l'arrivée de Brosnan. Et si jusque-là il n'y avait pas réellement de raison de crier au scandale, ça va rapidement changer avec notre film du jour. Pierce Brosnan. Die another day. Meurt un autre jour. Bah moi j'aurais préféré mourir aujourd'hui plutôt que de critiquer ce truc. Donc pour ce 20e film, la mission de James Bond en Corée du Nord est sabotée par une taupe au sein du MI6 qui travaille pour le colonel Moon et son acolyte Zhao. Après une scène d'action assez courte, le premier trouve la mort. À moins que... Et le second est grièvement blessé. Mais malheureusement, Bond se fait capturer et torturer pendant plus d'une dizaine de mois. Ah ouais, quand même. Sa détention est heureusement interrompue par un échange de prisonniers. Bond n'est plus opérationnel selon ses supérieurs, mais il est bien décidé à retrouver Zhao et surtout celui qui l'a trahi. J'ai eu du mal à vous résumer cela car même la jaquette du DVD ne le fait même pas. Ils avaient peut-être honte? Peut-être. Bon, soyons honnêtes, l'histoire est vraiment prometteuse et démarrait plutôt bien. Ce préambule carcéral est novateur au sein de la saga. Pour la première fois, l'agent britannique n'est pas épargné, et son apparence à la Robinson Crusoe coupe littéralement les ponts avec les films précédents. Puis le fait de lui retirer son permis de tuer, qui est totalement pompé sur le deuxième film avec Dalton, apporte un vrai plus qui n'est pas de trop à tout ceci. Bond s'est fait torturer pendant plus d'un an et se fait maintenant abandonner. Il est seul contre tous. Imaginez les possibilités au niveau de la psychologie de 007. À quoi bon? On sait déjà qu'ils n'en feront rien. Malheureusement, le film traite le tout de manière beaucoup trop légère. L'incarcération de Bond n'a aucune conséquence sur la suite de l'intrigue, ni sur l'agent britannique lui-même. Il se relève très vite et, frais comme un gardon, va mener sa petite vendetta comme si de rien n'était, sans avoir l'air d'avoir été affecté plus que ça par ce qu'il a vécu. Au final, l'idée est restée au stade d'idée et ne mène à rien. Pareil pour le renvoi de 007. Déjà que j'ai du mal à gober qu'on puisse arrêter totalement son rythme cardiaque manuellement, ce qui est humainement impossible, j'ai encore plus de mal à avaler la facilité déconcertante de son évasion du navire du MI6. Ça se résume à un plan et basta. À quoi bon faire des efforts, messieurs les scénaristes? Et son statut de fugitif n'est jamais abordé comme étant moteur de l'intrigue. Si ce n'était pas arrivé, ça reviendrait exactement au même. Et le comble du gâchis, c'est que cette idée est abandonnée avant même la moitié du film, rendant inutile toute cette mise en scène, car il la laisse tomber beaucoup trop vite sans avoir exploité quoi que ce soit. Le mec passe quand même de pays en pays sans sourciller parce qu'on lui donne des billets d'avion, comme ça, et 2 fois en plus. Surtout que les raisons de son retour au MI6 sont ridicules. Elle me reprend James parce que finalement il est doué et qu'il pourrait leur servir. Waouh! Comment vous recrutez les membres de votre gouvernement britannique? C'est frustrant car ces éléments auraient pu apporter un vrai plus à l'enquête. Enfin, enquête entre guillemets, hein. Cette enquête va donc conduire Bond à Gustav Graves, un milliardaire prétentieux, et son assistante Miranda Frost qui travaille également pour le MI6. Et devinez qui est Gustav Graves? C'est le colonel Moon. Quoi? Ouais, bon, on va dire que j'accepte l'idée qu'on puisse survivre à une chute pareille, même si j'en doute fort. L'homme a donc changé d'apparence, de voix, et même de personnalité, parce que les deux personnages n'ont plus rien à voir, et tout ça à Cuba. Et comment, me direz-vous? Ce que nous allons faire, c'est une transplantation d'ADN. Pour cela, je vais procéder en 2 phases. Je vais éliminer toute votre moelle osseuse, de manière à supprimer toute trace d'ADN. Et dans un deuxième temps, j'introduirai un nouvel ADN prélevé sur un donneur en bonne santé, vagabond, orphelin. Oh mon dieu, les scénaristes ne savent même pas comment fonctionne le corps humain. C'est grave. Déjà que ce genre de facilité scénaristique ne fonctionnait pas dans Les Diamants sont éternels, ça risque encore moins de marcher en 2002, les gars. Malheureusement, son pote Zhao n'a pas eu la chance d'avoir une opération complète. Et il se retrouve avec un mix entre son ancien visage et le nouveau qu'il était censé avoir. Parce qu'apparemment, ça marche comme ça, la chirurgie dans son long métrage. Comme un morphing. Ouais, logique. Et puis pourquoi il a toujours ces diamants sur la tronche? La première chose logique à faire quand on fait une opération de ce type, c'est d'enlever toute la saleté qu'on a sur la gueule. Du coup son look nous donne l'impression d'avoir un albinos acnéique en face de nous, ce qui est ridicule. Donc voilà, malheureusement le méchant peut en décevoir certains. Mais peut-être que l'identité du traître va remonter un petit peu de niveau dans tout ça. Cependant c'est tellement prévisible que ça en devient limite insultant. Oh non, une taupe au sein du MI6 m'a balancé. Je me demande qui ça peut être. Bonjour, je suis le nouveau personnage féminin dont personne n'a rien à battre. Je bosse
bosse pour le MI6, mais je suis également l'assistante de Gustav Graves, l'homme pour qui travaille le traître. Je me demande bien ce qui va se passer. Et vous n'avez jamais eu de soupçons dans votre propre camp? Non, les bras m'en tombent. La révélation ne fait ni chaud ni froid étant donné que son personnage a été introduit n'importe comment. On la connaît pas donc, bah on s'en tape. Et même l'objectif des méchants est... comment dire... tiré par les cheveux pour rester poli. Sinon j'aurais pu dire aussi qu'il était complètement con, mais bon. Donc le fameux plan de Gustave est de s'enrichir suffisamment afin de construire un satellite qui réfléchit les rayons du soleil pour détruire le monde. Tiens, je ne savais pas que Batman et Robin étaient une source d'inspiration. Et tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à son papa. Bon ok, c'est un peu cliché, mais je tiens à souligner l'effort des scénaristes d'apporter un peu de profondeur et d'émotion à tout ce... Vous êtes sérieux là? Waouh, mais comment on a pu en arriver là? Comment on a pu passer du James Bond incarcéré à... ce truc qui n'a rien à envier à un nanar? Parce que c'est cool. T'as l'impression que les scénaristes se sentaient embarrassés par le scénario, et donc qu'ils nous ont totalement biaisés au début. Du coup on se retrouve avec une histoire foireuse qui se contente d'enchaîner les scènes d'action sans réelle logique, et bourrée de trucs beaucoup trop perchés pour qu'on y croie. Le scénario devenant juste un prétexte pour y mettre encore et toujours plus de spectaculaire, et ce au détriment de l'écriture et de la logique. Et même les personnages, c'est pas vraiment ça. Quelle surprise. Gustav Graves manque cruellement de charisme. C'est censé être un Coréen qui s'y connaît au niveau des arts martiaux, mais lorsqu'il se bat contre l'agent britannique sous ses nouveaux traits, il donne juste l'impression de balancer des moulinets dans le vide. Et puis il va falloir vraiment m'expliquer. Le mec a changé de visage pour passer inaperçu, jusque là on est d'accord. Alors pourquoi il se grille direct en voulant tuer Bond devant tout le monde dans un combat à l'épée aussi absurde que malvenu? D'ailleurs la chorégraphie de ce combat est mauvaise, privilégiant le rythme au détriment de la technique. Pour avoir pris des cours avec un maître d'armes, je peux vous assurer que ce combat n'a aucun sens. Et pourtant c'est le même chorégraphe qu'Highlander qui l'a fait. Comme quoi prendre de l'âge, bah ça rend incompétent. Et évidemment ils ont pas pu s'empêcher de lui foutre le syndrome du gars qui parle beaucoup trop pour rien dire, laissant l'opportunité à James de retourner la situation à son avantage. Règle numéro 3 du super vilain qui dure: jamais de putain de monologue. Et son armure énergétique possède un bouton qui permet de s'électrocuter soi-même. Sérieux? Et puis Toby Stephens nous livre un méchant grimaçant et arrive à le rendre encore plus caricatural qu'il ne l'est déjà. Il est terriblement mauvais et constamment sur jeu. Embrasse-moi tendrement, j'ai envie de toi mon petit Coréen que j'aime. Concernant Miranda Frost, elle est affreusement creuse. Son unique caractérisation est d'être aussi froide qu'un iceberg. Oui, parce qu'elle s'appelle Frost et ça veut dire gelée. Ah, rigole, c'est drôle. Mais l'actrice Rosamund Pike confond être froide et en avoir rien à foutre de jouer correctement. Il est vraiment très loin le jour où elle jouera dans Gone Girl. Ouais, mais c'est toujours mieux que Carole Bouquet. Ouais, en effet. Je pense que le seul intérêt de son personnage, c'est qu'on a droit à un combat en petite tenue avec la James Bond girl Jinx pour exciter la jante masculine. D'ailleurs, parlons-en de Jinx. Cette femme est donc là pour aider Bond car c'est un agent de la... NSA? What? Ok, donc pour votre information les gars, la NSA c'est la sécurité nationale. Les affaires extérieures c'est la CIA qui s'en charge. Pourquoi avoir foutu une telle incohérence alors qu'on avait le personnage de Felix Leiter? Parce que c'est cool. Bref, Jinx c'est la femme moderne par excellence. Elle a du caractère et sait se battre. Si l'idée est cool sur le papier, le personnage est malheureusement déshumanisé et trop artificiel. Puis sa complicité soudaine avec Bond n'est pas expliquée et donne l'impression de sortir de nulle part. Ils ont juste parlé d'Oiseau et de Morito quand même, hein. Et c'est pas les talents d'actrice d'Alberi qui vont améliorer l'affaire. Elle se contente d'avoir des mimiques assez agaçantes par moments, et puis il y a ça aussi. Le plaisir de la chair, que voulez-vous? Nous sommes faibles, nous les hommes. Depuis quand t'es un homme, toi? Ta gueule. Et son supérieur de la NSA est là pour... Bah je sais pas. Sérieusement, je n'ai aucune idée de l'utilité de ce personnage juste chiant. Il passe son temps à fumer sa clope et rien d'autre. Et vu que Michael Madsen ne joue pas et n'a jamais donné autant l'impression de se faire chier, eh ben on risque pas d'adhérer à son personnage qui veut juste montrer à M qui a la plus grosse organisation. Hein? Concernant le personnage de Q, il tire vraiment bien son épingle du jeu, malgré des trucs un peu gênants pendant sa scène. Ça pue. John Cleese, le remplaçant de Desmond Llewellyn, décédé peu de temps après la sortie du Monde ne suffit pas, nous offre un Q cynique, moqueur et sûr de lui. On est bien loin de l'incapable maladroit dans le film précédent. Au niveau de la continuité, ça peut coincer un petit peu, mais au final, le changement est bénéfique. Et puis cette réplique me fera toujours autant marrer. Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Ça vaut bien mieux que d'avoir l'air plus intelligent qu'on ne l'est. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul... Tu te sens bien, Anto? T'as besoin d'un verre d'eau?
Alors oui, les fans seront très heureux de revoir l'Aston Martin. Cette dernière avait été mise de côté au profit d'une BMW depuis 3 films. Mais dans le dernier film, ils se sont amusés à scier en deux la bagnole, ce qui n'a pas plu du tout à la marque. Ils ont donc rompu leur contrat pour le prochain film. Mais si les gadgets de Q ont toujours été avant-gardistes, ils savaient quand même garder une certaine cohérence, alors que là, la voiture invisible, ça part trop loin dans le délire, et ça fait perdre à Bond de son authenticité. On n'est pas dans de la SF et les producteurs ne semblent pas l'avoir compris, car ils nous foutent également des lunettes de simulation virtuelle. Non seulement ce gadget ne sert à rien, mais en plus il nous offre une scène d'action totalement gratuite qui n'a rien à faire là, confirmant le fait que les scénaristes ont construit leur truc comme un jeu vidéo, et non comme un film. Peut-être qu'ils ont trop joué à Nightfire et qu'ils se sont dit que ce serait génial d'intégrer ça au film. Non, parce que cette scène c'est une partie de jeu vidéo, ni plus ni moins. Et puis pour nous achever de plus belle, les lunettes nous montrent carrément Monet Penny en train de fantasmer sur Bond. Surtout qu'elle a 2 doigts de se toucher, c'est vraiment gênant. Oubliez la femme qui avait du répondant dans les anciens films de Brosnan, parce que là c'est son unique scène dans ce long métrage. Putain, je suis même en train de m'énerver pour un personnage secondaire tel que Monet Penny, il faut le faire. Mais ça ne sera pas pire que Robinson qui ne sert strictement à rien. Il dit 2 phrases et puis s'en va. J'ai beaucoup de peine pour Colin Salmon, il mérite tellement mieux et en plus il a le charisme nécessaire pour jouer le rôle de Bond. Au lieu de ça, il se fait découper en morceaux dans les films de Paul W.S. Anderson. Triste en effet. Et puis abordons le cas de James Bond en personne. L'homme fait ici plus figure de super-héros sachant tout faire. Ouais, tout faire, même du surf. Il y avait une section surf dans les entraînements au MI6 ? Non, et on n'a même pas droit à un développement humain intéressant comme dans GoldenEye où le monde ne suffit pas. Ici, il est encore plus lisse et unidimensionnel que dans Demain ne meurt jamais. Et c'est franchement désagréable. Et surtout, ces blagues sont soit prévisibles, Sauvé par le coup. soit complètement ratées. Je suis Mr. Kill. Il y a des noms de famille qui tuent. Toi, t'as fait l'école de l'humour du 15-18. Même Brosnan semble moins investi, et il nous livre une prestation certes bonne, mais en deçà de ce qu'il avait fait avant. Et ça, c'est peut-être à cause du scénario décevant qui n'a pas dû le motiver des masses. Non, parce qu'il y a vraiment un souci au niveau du scénario. Vous l'avez bâclé pour placer vos références à tout prix, je pense. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. C'était les 40 ans de la saga, donc il fallait marquer le coup en faisant plein de clins d'œil au film précédent. Sauf que contrairement à Skyfall, là c'est fait n'importe comment. Parce que là, c'est la fête du slip, c'est pas juste 2 ou 3 films. Non, c'est une référence à tous les films. Sauf que des fois, ils confondent clin d'œil et pompage fainéant. Je reprends l'exemple de Permis de tuer qui est symptomatique du problème. Le fait de justifier une paresse scénaristique avec l'excuse de la référence. Un peu comme Jurassic World. Sauf qu'une référence ne doit pas être moteur de l'intrigue. Sinon, ce n'est tout simplement plus une référence et c'est juste grossier. Mais même quand ils respectent les règles de la référence, ça ne marche pas. Car il y en a beaucoup trop et sont souvent foireux. Petit top 3 des pires clins d'œil de ce film. Numéro 3, l'homme au pistolet d'or. Dans le film de 74, sur l'île du méchant principal Scaramanga, il y avait une salle de duel remplie essentiellement de miroirs. Et là, ben, ils ont fait ça. Sans déconner, à quoi sert une pièce pareille? Pourquoi il y a autant de miroirs et pourquoi c'est comme ça? Là, c'est vraiment mal foutu et c'est vraiment forcé comme clin d'œil. Numéro 2, Dr. No. Tout le monde se souvient de la première apparition d'Ursula Andress. Mais là, l'équipe du film a décidé d'appuyer bien fort la référence en faisant ça. Un ralenti ringard en 2002 et un réalisateur qui ne sait même pas pourquoi elle a un couteau. Je vous conseille les commentaires audio pour vous montrer à quel point le réalisateur n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et pour le numéro 1, Goldfinger. Dans ma précédente vidéo, je vous avais déjà parlé de cette scène culte. Et là, devinez ce qu'ils ont osé faire. Bon, on va mettre un laser pour le clin d'œil. Quoique, non, c'est pas assez. Vas-y, mets 236 lasers à la place parce que plus il y en a, mieux c'est. Même Demain ne meurt jamais, qui n'était qu'un gros défouloir, ne possédait pas un scénario aussi débile. Et la mise en scène tenait un minimum la route, elle. Mais pas là. Lita Maori a complètement raté son coup. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, le choix du metteur en scène était pertinent. Ouais, à l'époque. Ouais, parce qu'à l'époque on le connaissait surtout pour avoir fait L'âme des guerriers qui est un excellent film. Mais maintenant quand on entend son nom on pense plus à notre film du jour, Triple X2 ou même Next. Le pire c'est que Brosnan voulait bosser avec Brett Ratner. Ouais, le mec qui a fait ça. Non, je pense que vraiment le pire c'est de me dire qu'on aurait eu un meilleur film avec lui. Ouais, on en est là. Parce que la réalisation de Tamaori n'est pas à la hauteur. Certes, le pré-générique avec les Hovercraft est correct, même si elle souffre de la comparaison avec les anciens de Brosnan. Notamment celui du monde ne suffit pas. Et même s'ils auraient pu trouver mieux comme lieu qu'un pauvre marais, au moins c'est pas trop mal filmé. Mais ça, c'est normal, parce que ce n'est pas Tamaori qui l'a filmé, c'est le réalisateur de deuxième équipe. Ça explique pas mal de choses. Le reste est assez embrouillé avec ses effets ralentis accélérés dégueulasses et balancés gratuitement, voire inutilement. Les ralentis sont moches, les accélérés sont grossiers et le montage aléatoire n'arrange rien à
à l'affaire. Bref, le mot qui me vient direct, c'est clip vidéo. Les scènes d'action n'ont aucune cohérence dans leur grammaire visuelle, même si j'avoue que j'aime bien la course-poursuite en Islande. Ouais, parce qu'elle a l'avantage d'être bien rythmée et fun, même si le montage gâche un peu tout. Mais au moins c'est pas illisible comme dans Quantum of Solace, donc ça passe. Pour le reste du long métrage, Tamahori ne parvient jamais à installer une ambiance digne de ce nom. C'est académique et assez plat dans l'ensemble. Même les décors ne sont pas aussi bien mis en avant que dans les films précédents. Mais c'est surtout au niveau de la photographie qu'on va droit dans le mur, parce qu'elle a été faite par Captain Obvious. C'est très simple, une teinte pour un lieu, une situation. La Corée du Nord c'est hostile, donc on désature l'image de manière grossière et c'est pas très joli. Cuba c'est chaud, donc on renforce les couleurs chaudes, quitte à un peu trop surexposer le rendu, avec beaucoup de faux raccords lumière. Et l'Islande c'est froid, donc le bleu domine le cadre. Mais l'idée n'est pas nulle en soi, c'est l'exécution qui est catastrophique. Car ça se voit que c'est de la post-prod et que ça n'a pas été pensé au tournage. Même la bande-annonce le prouve. Donc au lieu d'obtenir un visuel riche, on a juste quelque chose d'indigeste. Et le pire, c'est lors de la scène de conférence où Gustave montre les capacités de son satellite. Mais oui, augmentons les ISO à fond, c'est moche mais on s'en fout. Et est-ce que je dois parler de la qualité sonore ? I'm gonna wake up, yes and no, I'm gonna kiss some part of... Cette chanson est l'une des plus détestées par les fans et franchement je peux pas trop leur donner tort. Je pourrais m'acharner sur tout ce qui ne va pas dans cette chanson, à savoir la mélodie saccadée, la voix trafiquée ou la sonorité trop électronique pour coller à James Bond. Mais vous me direz que c'est une affaire de goût et vous avez raison. Non, ce qui est vraiment mauvais c'est le décalage entre la musique et ce qui se passe à l'image. Oui, parce que pour la première fois ils ont décidé d'inclure le générique dans la narration. Et la musique est vraiment trop hors contexte par rapport à ce qu'on voit. Le thème rejeté aurait beaucoup plus collé. Ouais bon, même s'il est mauvais aussi. Et David Arnold ne s'en sortira pas mieux au niveau de l'OST de son film. Il tente d'apporter une touche plus techno et ça peut en décontenancer certains. Des fois ça passe plutôt bien. Mais le reste du temps, pas du tout. Et certaines musiques sont même à l'image de la photographie. Quand on arrive à Cuba, on a droit à ça. Oui, c'est bon, on est à Cuba, on a compris. Et même quand ils sont à Londres, il y a... Attendez, c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. C'est The Clash? Non, non, ils ont pas osé. Oui, parce que dans une saga qui est britannique à la base, il fallait mettre ce genre de musique. Je sais pas, c'est comme si Bond arrivait à Paris et que d'un coup on entendait ça. Oh, Champs-Élysées. Donc ouais, la musique en général a divisé le public. Même si j'avoue que j'aime bien celle du pré-générique. Mais bon, le gars s'est quand même démerdé pour rater celle du gun barrel. Ce passage peut résumer à lui seul les problèmes du film, c'est-à-dire une cacophonie gênante ponctuée par des CGI inutiles. La saga venait d'entrer dans les années 2000, donc il fallait se mettre à la page des effets numériques à la Matrix. Et malgré le budget le plus élevé de l'année, ils ont foiré ça aussi. L'incrustation est clairement ratée, et Brosnan en modèle 3D dans la fameuse scène mal aimée du tsunami peut facilement provoquer le rire. D'ailleurs lui aussi il en rigole. Bon Brosnan, on va faire du kitesurf. Il y a un tsunami qui arrive aujourd'hui. Du kite et des tsunamis. D'une manière générale, tout, et je dis bien tous les effets spéciaux sont ratés. Et du coup ça ne fait qu'apporter un aspect un peu plus nanardesque au produit. Les passages risibles où Bond se fait courser par des rayons solaires, les incrustations 3D immondes, les personnages qui se font électrocuter, etc. Et puis ces putains de fonds verts, mon dieu! Il y en a partout et aucun ne fait illusion, que ce soit là, là ou encore là. Pourquoi avoir fait ça? Et surtout pourquoi c'est aussi moche à 142 millions de budget? Ah, ne me sortez pas l'excuse de l'époque, hein? Vous vous souvenez du début de GoldenEye avec
l'Aston Martin et la Ferrari. Eh bien tous les plans de Brosnan étaient sur fond vert parce qu'il n'était pas sur les lieux. Et je parie que vous vous en étiez même pas rendu compte. C'est normal parce que contrairement à cette taupe, c'était bien fait dans GoldenEye. Et j'ai même pas parlé des décors en carton-pâte, de l'apparition de Madonna, ou même des incohérences comme le temple tibétain en Corée, les portes automatiques dans un palais fait entièrement de glace, ou les cascades trop improbables pour être crédibles. Donc pour résumer, j'ai pas envie de dire que c'est mauvais, mais c'est mauvais. Désolé, mais ce film a beaucoup trop de défauts. On est malheureusement entré dans une époque technonumérique qui a plongé le film dans l'absurdité, ce qui lui a retiré toute pertinence cinématographique. Donc oui, c'est un film opportuniste et mal foutu, mais c'est un mauvais film appréciable. Enfin, faut dire qu'il va tellement à fond dans sa connerie que c'est impossible de s'ennuyer. Si je devais lui reconnaître cela, c'est qu'il a un bon rythme et qu'il est très amusant à suivre. Malheureusement, la cohérence a complètement foutu le camp. Je vous jure que si Linkarion faisait un bullshitomètre sur ce film, il atteindrait le maximum. D'ailleurs, mon grand, tu devrais en faire un sur ce film, t'aurais de la matière. Même Johnny English, qui est une parodie de James Bond, bah lui, il possède une histoire plus cohérente, des scènes d'action mieux gérées, et surtout un meilleur thème principal. Et le comble dans tout ça, c'est que ce sont les mêmes scénaristes que Meurt un autre jour. Comme quoi ils sont meilleurs quand ils se foutent de leur propre gueule. Le plus triste dans tout ça, c'est que c'est Pierce Brosnan qui a trinqué à la suite de ce film. Il s'est fait virer. Les producteurs ont fini par se rendre compte qu'ils étaient partis dans une mauvaise direction. Ce film est un tel point de non-retour qu'ils étaient obligés de rebooter la saga. C'est un peu le Batman et Robin de la licence, mais vraiment. Mais cette nouvelle direction se fera sans Brosnan. Remercié au bout de 4 films. Le premier acteur de la franchise à partir contre son gré. Je suis sincèrement triste pour lui. C'est mon deuxième interprète préféré de la saga, et il méritait vraiment de partir la tête haute, et pas sur ce truc. Mais voilà, c'est avec Daniel Craig qu'ils ont décidé de continuer, avec Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et dernièrement Spectre sorti cette année. J'espère que j'aurai un jour la chance de vous parler de tout ça. Vu le temps que tu mets pour faire une vidéo, ça risque pas d'arriver. En attendant, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine. Bande comme vous ne l'avez jamais vu? Bah au moins les annonces ne sont pas vraiment mensongères, c'est pas comme Paranormal Activity.